Alors nous avons ici sur le plateau du Grand Zoom avec nous Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bienvenue Frédéric. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et nous avons en ligne, à distance, Stéphane Fuchs, le vice-président d'Havas et auteur du livre Pandémie médiatique qui vient de sortir. Stéphane, est-ce que vous êtes présent ? Oui, je suis là. Bonjour. Vous êtes là, parfait. Merci également à vous. Alors, c'est d'abord vers vous que je me tourne parce que en février et mars, on a vu déferler le Covid-19, déferlement médiatique également, avec d'un côté un discours gouvernemental et de l'autre une palanquée d'experts apportant chacun leur analyse de la crise. Qu'est-ce que vous, plusieurs mois après, aujourd'hui, là, en décembre, qu'est-ce que vous en retenez ? Il faut d'abord mesurer le fait que cette crise a une portée, on pourrait dire quasi anthropologique dans l'histoire des médias comme des crises sanitaires. Jamais dans l'histoire de l'humanité, c'est bien dans l'histoire de l'humanité, un événement n'a capturé l'attention médiatique comme cette crise du Covid. Pendant 11 semaines, 80% des contenus d'information qui étaient soit sur les télévisions d'information, soit sur Internet, ont été consacrés au Covid. Pendant 11 semaines, 80%, ça n'a jamais existé. Si vous prenez un élément de comparaison, le 11 septembre 2001, c'est 80% des contenus d'information, mais c'est pendant 3 jours. Et donc on est vraiment rentré dans l'ère de la pandémie numérique. L'autre élément de comparaison qui est fascinant, c'est de regarder ce qui s'est passé en 68-69 avec la grippe de Hong Kong. Pandémie à peu près de la même importance en fait que celle du Covid du point de vue de ses effets sanitaires. 30 000 morts en France, mais on ne comptait pas les décès dans les EHPAD évidemment à l'époque. Et donc si vous comparez aux décès survenus dans les hôpitaux, on est dans des jauges qui sont équivalentes, et un peu plus d'1 million de morts dans le monde. Et donc à la fin, on va dire, la crise Covid sera plus importante, mais elles étaient quand même de même nature. Et pourtant, cette grippe de Hong Kong a laissé peu de souvenirs dans les mémoires collectives, parce que c'est la dernière pandémie de l'ère Gutenberg. C'est la dernière pandémie à avoir été traitée par la presse écrite, par des journaux, par une information qui faisait d'abord appel à la raison et à un mode d'information non émotionnel et non angoissant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette première pandémie numérique, on est rentré dans l'ère de l'angoisse numérique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a bien vu, en quelques jours, au moment où l'Italie confine, le monde entier a basculé dans une angoisse qui a saisi les opinions publiques et forcé, on pourrait dire d'un certain point de vue, les politiques à aller dans ce mouvement. L'autre élément de paradoxe qui m'a intéressé pour faire ce livre, c'est l'extraordinaire séparation qu'il y a eu entre le jugement des opinions publiques et la réalité des politiques sanitaires qui étaient suivies. Si on regarde les chiffres, la France s'en sort en réalité assez correctement en matière de politique sanitaire. On n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas non plus les plus mauvais. Si on regarde les chiffres du soutien de l'opinion, et je parle en plus devant le vrai expert, la France est dans la queue du peloton, et on a vu au contraire une défiance sans équivalent exister pendant cette crise, liée d'ailleurs pour partie à une communication hasardeuse. C'est le troisième élément évidemment qui m'intéressait, le règne de l'injonction contradictoire, le règne de l'infantilisation, au nom d'ailleurs de la volonté de ne pas faire peur, de ne pas provoquer de panique, mais aussi de ne pas faire confiance à l'opinion pour l'obliger à un certain nombre de choses. Et cette dimension de la crise est celle qui laissera également des traces, parce que l'État, et pas juste le politique, a perdu en route une partie de la confiance de nos concitoyens. L'injonction contradictoire, le masque, c'est-à-dire il est inutile mais il devient obligatoire. Et puis tous ces éléments qu'on a encore aujourd'hui, la jauge de 30 personnes dans les églises,
les stades sports d'hiver qui sont fermés, enfin qui sont ouvertes, vous voyez, même moi je me trompe, qui sont ouvertes, mais les remontées mécaniques qui sont fermées. Bref, tous ces éléments ont contribué à un trouble très profond de l'opinion et à une perte de confiance. Et cette perte de confiance, elle a évidemment son expression aujourd'hui dans le moment qui vient de cette crise sanitaire, c'est-à-dire la campagne de vaccination. Alors justement, Stéphane Fuchs, qu'est-ce que vous diriez de la communication gouvernementale à propos de cette vaccination qui approche? Alors je pense qu'en réalité, il y a une sorte de volonté de progrès par le fait d'afficher à la fois de l'humilité et de la transparence. Mais sans aller complètement au bout de la logique et avec au fond des politiques, y compris dans les oppositions, qui parfois n'hésitent pas à faire un assaut de démagogie quand, par exemple, le professeur Alain Fischer est traité de professeur Folamour par un certain nombre de responsables politiques, alors que pour la première fois, on a justement un médecin qui, avec humilité, assume l'exercice de vérité nécessaire. Mais je peux prendre un exemple d'ailleurs, simplement sur la campagne de vaccination, parce que le CINERPA va être en première ligne. Le vaccin, on le sait, n'est pas efficace à 100%. Ce qui veut dire qu'une partie des personnes qui vont être vaccinées dans vos établissements seront malgré tout susceptibles d'attraper le virus et donc d'en mourir. Et donc on est confronté à un sujet de communication qui est terrible, mais qui est que si vous ne préemptez pas le sujet, c'est-à-dire que oui, une partie des personnes qui vont être vaccinées, parce que le vaccin ne marchera pas sur elles, seront toujours susceptibles d'attraper le virus et donc d'en mourir. Vous vous retrouverez à ce moment-là, sinon, dans la situation où on pensera que c'est le vaccin qui a transmis le virus, et c'est donc le vaccin qui, à la fin, a tué. Mais vous voyez bien, c'est très compliqué en matière de communication, parce que soit vous assumez les éléments d'inquiétude légitimes qui peuvent exister. D'ailleurs, vous expliquez pourquoi est-ce que même vacciné, il faudra continuer à porter le masque, parce qu'en fait, on n'est pas certain que le virus, que le vaccin fonctionne à 100%. On sait même qu'il ne fonctionne pas à 100%. Et donc, toutes les personnes vaccinées ne sauront pas immédiatement si elles sont protégées ou non protégées par la vaccination. Et on a un risque évidemment terrible du fait que même sur ces populations pour lesquelles ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque est très clairement en faveur des bénéfices, il y a une angoisse de la vaccination qui se développe, parce que des personnes qui auront été vaccinées, malheureusement, non pas parce que le vaccin les tue, mais parce que le vaccin n'aura pas su les protéger, attraperont le virus avec les conséquences, malheureusement, que l'on connaît. Et confronté à cette cruauté, on va dire, à cette angoisse, il y a parfois chez le politique une volonté de ne pas faire peur, mais en fait en déclenchant une peur qui est plus grande encore. C'est ce qu'on a connu sur les masques, sur toutes ces injonctions contradictoires qui ont jalonné cette crise. Alors, il y a des progrès ces derniers temps, mais la campagne de vaccination, elle est clé, parce que vous savez bien qu'on atteint l'immunité collective que si on est autour de 70% de personnes qui ont été vaccinées d'une manière effective, et donc pour que dans une vaccination volontaire, l'essentiel de la population et dans vos établissements, l'essentiel des pensionnaires se vaccinent, il faudra faire preuve de vérité, de transparence et de pédagogie, mais aussi ne pas avoir eu peur de faire peur, c'est-à-dire de reconnaître les limites ou les risques de la vaccination. Stéphane, dans ce contexte, quel regard vous avez, vous porté sur l'action, la communication du CINERPA pendant cette période? Si vous deviez comparer la communication du CINERPA avec celle du gouvernement? Je suis un peu jugé parti parce que j'ai modestement essayé de contribuer à soutenir la communication du CINERPA. Mais j'écoutais tout à l'heure les deux responsables présenter, on va dire, le bilan de cette crise. Et c'est vrai qu'au fond, cette crise aura réhabilité, on va dire, d'un certain point de vue, les EHPAD et le travail qui y était fait, parce que il y a eu à la fois plus de transparence, y compris parfois en reconnaissant ce qui n'avait pas marché. Il y a eu énormément d'humanité et d'engagement. Moi, je l'ai vécu à leur côté, c'est-à-dire que l'idée, pour le coup, de comparer ça à un engagement total de gens qui n'ont pas cédé et qui se sont donnés corps et âme jusqu'à l'épuisement
pour faire fonctionner et pour porter, on va dire, la mission du CINERPA. C'est un élément qui est clé et je pense que légitimement, tous les acteurs du CINERPA peuvent être aujourd'hui fiers du travail qu'ils ont accompli. Réaction, Florence ? Une période extraordinaire en termes de communication, c'est le cas de le dire, puisque effectivement, accompagné des équipes d'Havas, nous avons très tôt subi une très forte pression médiatique et nous l'avons d'ailleurs presque provoquée, puisque c'est nous qui sommes d'abord sortis dans les médias pour réclamer ce que nous n'avions pas, ni masque, ni protocole, ni test en nombre suffisant. Donc nous avons souhaité être vraiment partie prenante dans les médias très tôt, puisque les premières interventions que j'ai personnellement fait sur ce sujet datent de toute fin février. Ça a quand même permis d'obtenir beaucoup de choses. Donc justement, et suite à cette pression médiatique, il nous est apparu qu'il fallait être vraiment très pédagogique avec les médias, qui effectivement recevaient des informations de toutes parts, et nous avons du coup mis en place des conférences de presse très régulières, une par quinzaine, que nous d'ailleurs maintenons toujours à l'heure actuelle, parce que les médias sont en demande d'informations justement claires, précises, avec tout en sachant ce que nous sommes capables de faire ou pas. Donc donc c'est vraiment une expérience extraordinaire pour la communication du CINERPA un satisfecit malgré tout d'avoir pu porter la voix des établissements. Alors, on a avec nous Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP. Stéphane Fuchs, dans son livre, estime que la crise que nous traversons porte en elle une crise démocratique. Quel est l'état de l'opinion aujourd'hui, Frédéric Dabi, par rapport à cette crise et par rapport à la communication du gouvernement ? Alors, déjà, ça a été très bien dit, mais cette année 2020 est une année terrible. Et l'opinion publique finit cette année, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot épuisement. Épuisement de l'opinion publique après un choc sanitaire, un choc économique, c'est pas le sujet de ce matin, mais un choc terroriste. Et l'IFOP suit une question très simple depuis une quarantaine d'années, on est le plus ancien institut français, sur l'optimisme des Français pour l'avenir, pour eux et leurs enfants, donc un optimisme ou un pessimisme de projection. Jamais le chiffre d'optimisme a été si faible, puisque cette crise, c'est l'épuisement et c'est l'incertitude pour pouvoir se projeter. Voilà. C'est ça le contexte que les Français vivent. Et donc dans ce cadre-là, on a une opinion publique qui a été extrêmement défiante. Ça a été dit, mais le Covid, je suis plutôt sur la ligne de Florence, le Covid n'a rien inventé. Il n'a fait qu'amplifier des tendances passées. Cette crise démocratique dont parle Stéphane Fuchs, elle est là depuis des années. Elle est là même depuis le début du quinquennat, ou parlons un peu électoral. À chaque scrutin depuis 2017, le premier parti de France, le parti majoritaire, c'est le parti des Français qui ne vont pas voter. Le parti abstentionniste. Et cette année 2020, c'est une année aussi électorale. On a bien vu ce qui s'est passé. C'était bien sûr lié à la crise du Covid, mais c'était aussi une rupture entre l'imaginaire des Français sur le politique. Le politique est là pour transformer la vie, est là pour changer les choses, est là pour protéger, et la réalité perçue. Donc dans ce cadre-là, je crois qu'on a une courbe sur la confiance à l'égard d'action du gouvernement qu'on a suivie depuis le début de la crise du Covid-19. Alors, ce qui est très intéressant, c'est pas une défiance, je dirais, homogène. Les Français, très clairement, ont opéré une sorte de décorrélation entre la gestion économique, qui, vous le voyez, est plutôt appréciée de manière satisfaisante. Alors attendez, on a deux courbes. Voilà, la courbe bleue, c'est sûr. En quoi le gouvernement, on lui fait confiance pour aider les entreprises en difficulté et gérer la crise économique. Et là, on voit, on a des chiffres appréciables. Alors même, on va le voir que l'inquiétude économique est massive, elle dépasse 90% depuis le mois d'avril. En revanche, et ça suit les péripéties de la communication gouvernementale, on a une défiance nettement majoritaire, malgré quelques pics, sur la gestion sanitaire. Il y a eu deux grands moments, ça a été dit, la question du manque de transparence, la question où la grille de lecture en termes de manque de transparence, en termes de mensonges, notamment sur ces fameux masques inutiles mais obligatoires que les Français ne sauront pas porter, a été absolument dévastatrice. Et j'ai parlé dans un article de lubrisolisation, c'est-à-dire exactement les mêmes perceptions qu'on avait au moment de la crise de Lubrizol fin septembre dernier, avant où on a senti un mensonge immédiat. Là,
les jugements sont moins sévères, puisqu'il y a une logique d'exonération. On a conscience, grâce à cette information, c'est tout à fait vrai ce qu'a dit Stéphane Fuchs, jamais les Français ne sont autant informés, également, n'ont autant suivi les médias. Alors ça a eu aussi des conséquences négatives. Donc on a eu une logique d'exonération parce qu'on voit que les autres pays, y compris l'Allemagne, ne sont pas mieux lotis que nous. Voire même un peu plus mal en ce moment. Exactement. Exactement, les bons élèves du premier confinement, de la première vague, ne sont pas toujours les bons élèves de la deuxième. Je ne dis pas la seconde par pessimisme. Et puis, également, on a eu le sentiment extrêmement fort que maintenant, on est moins sur une logique d'absence de transparence et de mensonge. C'est vrai que les communications récentes ont été plutôt transparentes, modeste, au coin du feu, avec des chiffres, avec un cap, l'intervention présidentielle de la fin novembre, avec ce triptyque 28 novembre, 15 décembre, s'il est tenu, et 20 janvier. Mais clairement, il y a la critique qui émerge fortement en termes d'absence d'anticipation. Vous ne nous avez pas préparé à la deuxième vague. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane Fuchs, d'injonctions contradictoires, de focalisation sur ces commerces fermés, sur ces offices religieux pour 30 personnes alors que c'était peut-être 30%, sur ces stations de ski, toute une série de choses qui a, je dirais, miné le lien de confiance entre les Français et les pouvoirs publics, même si, je le répète, le Covid n'a fait qu'amplifier une défiance à l'œuvre, voire en germe. Donc on a vu à travers ces deux cours, je le répète pour que ce soit bien clair, que les Français, donc d'après ce que vous dites, font plus confiance au gouvernement, ont plus fait confiance au gouvernement pour soutenir l'économie que pour lutter contre la pandémie. Puisqu'on parle d'économie, justement, de ce point de vue, quel est le moral des entrepreneurs cette fois? Alors, il est plutôt bon, mais de quels entrepreneurs on parle? C'est vrai qu'ils sont très très inquiets, à l'image de l'ensemble des Français. Et là, on n'est pas du tout sur le contexte de la crise financière de 2008, où il y a eu une inquiétude qui a duré 48 heures et après, il ne s'est rien passé. Le chômage ne s'est mis à augmenter qu'un an après. Là, dès le début, les Français ont intériorisé, entrepreneurs compris, qu'on allait vers une catastrophe, vers des vraies difficultés économiques. On a une courbe qui montre que depuis le mois d'avril, on est à 90% d'inquiétude. Alors, pourquoi j'en reviens à une confiance économique plus forte? Parce qu'il y a eu des mesures extrêmement bien, ça c'est la partie, oui, c'est la partie sanitaire où on voit que la courbe a quand même beaucoup fluctué. Avant le 15 mars, l'inquiétude n'était pas si forte que ça. C'est vrai que c'est ça aussi le côté inédit de cette crise. Oui, c'est que les Français... Pardonnez-moi, je commande juste cette courbe pour que ce soit bien clair pour celles et ceux qui regardent. Donc là, effectivement, on revient sur le volet on est sur l'inquiétude sanitaire. En bleu foncé, les personnes tout à fait inquiètes, oui. Pour elles-mêmes et pour leur famille. Tout à fait. Et en bleu clair, plutôt inquiète. Voilà, mais ce qui est très très intéressant, c'est à quel point, même si Florence a bien rappelé que le CINERPA avait eu des capteurs en Italie, en Chine, les Français jusqu'à les 48 heures, les 72 heures avant l'annonce présidentielle du 16 mars, ne s'attendaient pas à être confinés. D'où une inquiétude qui est seulement montée juste avant le premier confinement. Là, l'inquiétude reste forte, elle n'est pas massive, elle est massive. Et je vais pouvoir répondre à votre question sur le graphique suivant, ou sur l'inquiétude économique. Là, on a une courbe nettement plus plane, nettement plus étale. Ouais, ça n'a quasiment pas bougé. Donc, évolution de la proportion de personnes inquiètes du coronavirus à l'égard des conséquences économiques de la crise. Vous voyez, depuis le mois d'avril, l'inquiétude économique est supérieure à l'inquiétude sanitaire. Hein. Ça fait un contrepoint avec le discours médiatique là-dessus, même si le risque sanitaire, la peur d'attraper le virus est plus forte que, par exemple, la peur de perdre son emploi, bien sûr, malgré le chômage de masse qui est en train de venir. C'est vrai que la confiance économique est liée aussi à des mesures identifiées, le prêt à taux zéro, le chômage partiel, incarné, ça compte en communication, l'incarnation avec un ministre, Bruno Le Maire, qui a fait le travail et qui a été très bien identifié par les Français. Les entrepreneurs, il y a des secteurs bien sûr absolument sinistrés, on ne va pas parler de la restauration, du monde de la nuit, du monde de la culture, mais il y a quand même le sentiment d'être accompagné, même s'il y a un effet de taille d'entreprise, ce sont plutôt les patrons de TPE qui sont les plus inquiets. Et en France, il faut rappeler, c'est tout simplement 94% du tissu entrepreneurial français. Donc une défiance qui est quand même assez, je dirais, hétérogène entre, malgré tout, malgré le choc économique, une confiance qui reste assez appréciable sur le plan de l'aide aux entreprises et en revanche extrêmement fragile. Et c'est vrai que ce qui va se passer sur le vaccin, le gouvernement va une fois de plus jouer sa tête. Parce que s'il y a des critiques en termes de manque de transparence, ça va réactiver toute la première partie de la gestion de la crise sur les masques, sur les tests, sur ce juin 40 sanitaire que les Français ont l'impression d'avoir vécu. N'oublions pas,
La logique présidentielle, c'est nous sommes en guerre. Et face à une logique de guerre, les Français ont eu le sentiment que le pays n'était pas préparé. Et là, c'est un choc très fort par rapport à l'imaginaire français, où quand on interroge les Français dans des études IFOP qualitatives, ils sont bien sûr toujours inquiets, mais il y a des éléments de réassurance forte. Et il y avait encore, jusqu'à il y a 1 an ou 2, le secteur de la santé, le modèle social français et la question de l'hôpital. Là encore, le Covid a amplifié une tendance à l'œuvre. Florence, qu'est-ce que vous retenez de ces chiffres et de ces constatations? Oui, la défiance des Français vis-à-vis des pouvoirs publics, forcément. Nous, on l'a senti dans notre secteur très tôt, puisque le démarrage sur cette crise a été trop tardif en fait, le démarrage a été tardif et c'est effectivement les premiers messages sur le caractère inopérant des masques qui nous a fait bondir dans notre secteur, puisque nous sommes un secteur avec 50% des effectifs qui sont des effectifs soignants et qui apprennent à l'école comment utiliser le masque et à quoi il sert. Donc entendre dans les médias que l'État nous disait que les masques n'étaient pas utiles ou nécessaires, y compris dans nos établissements, a été vraiment une fracture importante. C'est vrai que dans les 15 premiers jours de mars, nous avions vraiment l'impression que deux mondes s'affrontaient entre ceux qui continuaient à se projeter et à vivre et ceux qui avaient compris que quelque chose se passait et que tout allait s'arrêter. Donc même au niveau des adhérents du CINERPA, des établissements, nous appelaient de certaines régions non touchées pour nous dire mais est-ce que vous n'en faites pas trop, est-ce que vous croyez vraiment tout ce que vous dites? Et on était obligé de leur dire oui, on croit malgré tout que les ennuis vont commencer et donc voilà, donc on a bien compris que entre fin février et début mars, il y a eu un flottement aussi évidemment beaucoup généré par un peu d'inertie au niveau des pouvoirs publics. Je crois que Stéphane Fuchs est toujours avec nous. Oui, oui non, oui. Si, Stéphane, comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous? D'abord, je pense que cette crise transforme, parce qu'elle accélère les tendances qui étaient à l'œuvre, en matière d'opinion, mais en matière économique aussi. On voit bien que la numérisation du travail, que l'économie du troisième et du quatrième âge, par exemple, sont des sujets qui ne sont qu'amplifiés par la crise. La crise ne crée pas des choses, elle accélère des tendances qui étaient à l'œuvre. En matière d'opinion, je pense qu'on aura deux mouvements parallèles mais contradictoires. Le premier, c'est que les politiques auront en partie retenu la leçon et on voit bien qu'une nouvelle communication commence à être mise en œuvre, moins arrogante, moins verticale, avec plus d'humilité, même si on voit encore une incapacité absolue à reconnaître qu'on s'est trompé quand on s'est trompé. L'histoire des églises ou des stations de sport d'hiver ne pourrait être qu'anecdotique si elle ne révélait pas, une fois de plus, l'incapacité du politique soit à expliquer quelque chose de complexe, c'est-à-dire que le danger n'est pas dans le ski mais dans l'après-ski, comme on ne peut pas interdire aux Français d'aller dans leur appartement quand ils en ont dans les stations de sport d'hiver, alors on ferme les remontées mécaniques, avec du coup le sentiment d'une mesure absolument absurde, c'est-à-dire les stations sont ouvertes mais les remontées sont fermées, et la jauge sur les églises, qui fait qu'entre une petite chapelle en Corse qui fait 10 mètres et dans laquelle 30 personnes auraient bien du mal à tenir, et la cathédrale de Chartres, on a la même jauge appliquée partout parce qu'on s'est trompé dans la lecture du document entre 30% et 30 personnes. On voit bien que ces éléments-là vont laisser des traces. J'espère que les politiques apprendront et en tireront les conséquences parce que c'est une nécessité démocratique. Et je pense que d'ailleurs, cette crise qui n'est pas finie, et notamment la vaccination, je rejoins ce que disait Dabi, c'est-à-dire que c'est une sorte de moment de vérité, parce que soit on finit, on va dire, en ne gérant pas bien cette crise de la vaccination, à montrer que décidément ceux qui nous gouvernent sont incapables de se mettre en situation de communication avec l'opinion, de nous convaincre d'être dans l'exercice de vérité qui est nécessaire, en reconnaissant et en donnant les chiffres, en assumant, on va dire, de parler d'adulte à adulte et en arrêtant d'infantiliser l'opinion, soit les vieux travers
continue à prendre le dessus, parce que par moments il s'exprime au travers des exemples que je donnais tout à l'heure. Et à ce moment-là, malheureusement, nous allons, d'autant que nous sommes à la veille d'échéances politiques, les régionales en 2021, les présidentielles et législatives en 2022, rentrer dans un cycle qui est imprévisible dans ses conséquences politiques. Merci Stéphane. Une dernière chose, Frédéric Dabi. Oui, je vais essayer de répondre à votre question sans y répondre, parce que si un sondeur dit de quoi sera fait l'avenir, il perd toute crédibilité. Une des conséquences aussi de cette crise qu'elle a complètement accélérée, c'est le rééquilibrage local national. Clairement, l'État central a fait preuve pour les Français d'incompétence, de manque de communication, de dysfonctionnement, et plus que jamais, les acteurs locaux ont gagné en crédibilité. Il y avait des municipales en 2020, il y aura des régionales en 2021, et un des faits majeurs, on a une question qu'on va peut-être regarder, c'est que, plus que jamais, bien sûr, les élus locaux, les maires des grandes villes se sont imposés, mais également, et là aussi, le Covid a accéléré une tendance qui était très fortement à l'œuvre, le fait régional s'est complètement imposé pour les Français, avec des régions incarnées, qui sont cohérentes, et qui maintenant ont, pour les Français, mieux géré la crise que l'État national. On voit cette question où presque 3/4 des Français, la même question posée aux parlementaires français dans une enquête IFOP du mois d'avril, donne exactement le même chiffre. Les solutions sont locales, et donc c'est autant d'enjeux pour le CINERPA dans sa communication et dans ses actions. Moins un dialogue vertical avec l'État que plus que jamais la reconnaissance des contre-pouvoirs, puisque pour les Français, ces contre-pouvoirs, notamment les régions, ont fait leurs preuves pendant la crise. Florence ? Un petit peu dubitative sur effectivement cette vision-là hein, qu'ont les Français. En tout cas sur le terrain, moi je pourrais pas parler d'incompétence de l'État et notamment des agences régionales de santé qui ont été quand même si le démarrage a été un peu tardif, qui ont été à nos côtés et aux côtés des établissements de façon quotidienne à partir du moment où voilà ils ont réalisé où on allait. Donc on a quand même été très encadré, très soutenu par les services de l'État, par les agences régionales de santé. Et clairement moins par les départements qui sont notre organe de tutelle. Ça a été plus compliqué, c'est plus hétérogène avec donc voilà. On est quand même, nous en tant que professionnels, on reste en soutien fort de l'État parce que même s'il y a eu des erreurs de communication à la base, ils nous ont soutenus vraiment quotidiennement depuis le début de la crise malgré tout. Très bien, merci Frédéric Dabi, merci d'avoir été avec nous. Merci également à Stéphane Fuchs qui était en ligne, dont je rappelle le livre « Pandémie médiatique, com de crise, crise de com », voilà, chez Plon. Merci à tous les deux.